Nous accueillons maintenant Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Anne-Laure. On rentre tout de suite dans l'actualité avec l'euro-dollar surveillé de près par la BCE, comme l'a rappelé hier son président Mario Draghi. Alors effectivement, donc on va commencer par faire un point de vue, un point technique. Techniquement, aujourd'hui, l'euro-dollar évolue dans un range compris entre 1,2552 $ et 1,2180. Au sein de ce range, on a identifié un point pivot à 1,2329 qui pourrait, s'il est transpercé, et on verra qu'il l'a été ce matin, s'il est transpercé à la baisse, eh bien pourrait augurer d'une sortie par le bas de ce range. Et donc, dans ces cas-là, on aurait une probabilité de baisse vers les 1,2265 $. Et si jamais ce support est enfoncé à la baisse, eh bien on pourrait aller chercher les 1,2180. A contrario, si ce point pivot, donc je répète que nous avons identifié à 1,2329 $, est cassé vers le haut, alors on pourrait voir le cours se diriger vers une résistance à 1,2445. Puis dans un deuxième temps, si le mouvement est suffisamment solide, suffisamment fort, éventuellement aller chercher les 1,2552. D'accord, j'allais vous dire, 1,2552, ça commence à être un peu chaud pour les entreprises européennes, non? Tout dépend des études auxquelles on a affaire. Deux choses sont importantes. La première, c'est le rapport que peut avoir la hausse de l'euro avec l'inflation. Selon une étude de la BCE, 10%, une hausse de 10% de l'euro, donc face au dollar, équivaudrait à plus ou moins un point de baisse au niveau de l'inflation. Concernant les résultats d'entreprise, donc notamment les chiffres d'affaires, certaines études expliquent que pareil, une hausse de 10% de l'euro-dollar aurait un impact de plus ou moins 0,5% sur les chiffres d'affaires. Donc on voit très clairement que cette situation, si elle perdure, pourrait être contraignante pour les entreprises européennes, françaises en particulier. Au-delà de ça, d'autres études expliquent que c'est très clairement le seuil des 1,28 qu'il faut avoir en tête et que entre 1,25 et 1,28, réellement l'impact ne serait pas significatif. Pour rappel, juste sur un an glissant, l'euro-dollar a pris plus de 16,5%. Et nous n'avons absolument pas entendu les entreprises françaises ou européennes s'exprimer, à part quelques exceptions. On a plus entendu parler des répercussions de la réforme fiscale américaine que finalement de la hausse de l'euro sur leur compte. Alors, parce que, comme vous le disiez juste avant, la prochaine réunion de la Fed, c'est le 20 et le 21 mars prochain, et comme l'expliquait votre intervenant, c'est la Fed qui fait la pluie et le beau temps sur le marché des devises. Donc très clairement, on attend de connaître la position, et notamment au niveau de la hausse des taux, quel va être le rythme de la hausse des taux aux États-Unis, et donc c'est pour ça probablement que les entreprises pour l'instant ne communiquent pas. La plupart donc ont publié leurs chiffres pour l'année, pour l'exercice 2017, et la plupart ont conservé leur guidance, leur forward guidance pour l'exercice 2018. Donc elles n'anticipent pas a priori une hausse de l'euro face au dollar sur l'exercice 2018. Et est-ce que la BCE peut influer sur le taux de change aujourd'hui? Alors, en théorie, non. C'est-à-dire que juridiquement, la mission principale de la BCE, c'est la stabilité des prix. Ceci étant, depuis quelques années, donc, sa mission a un peu dévié puisqu'elle s'est portée garante du retour de la croissance en Europe. Ceci étant, hier, dans la conférence de Mario Draghi, très clairement, il nous a expliqué qu'il serait très attentif à l'évolution des prix. Et malgré tout, avec, je dirais, ces instruments de politique monétaire non conventionnelle, il a quand même je dirais, un impact sur les évolutions de l'euro-dollar. Et on le voit très clairement également, hein, comme l'expliquait donc pareil votre intervenant tout à l'heure, la Fed également, banque centrale, dont la mission principale est également la stabilité des prix, a un impact évident sur l'évolution de l'inflation. Sur l'échange. Et finalement, le dollar, on parle beaucoup de l'euro, mais le dollar pourrait reprendre un peu des couleurs? Alors, écoutez, dans la situation de marché aujourd'hui, qu'elle soit, je dirais, macro et microéconomique, enfin, du moins macroéconomique, je pencherai, et notamment en plus techniquement avec le franchissement à la baisse du seuil du point pivot identifié tout à l'heure à 23,29, on peut peut-être supposer que nous sommes rentrés dans une logique un peu baissière, ce qui permettrait peut-être à l'euro-dollar d'aller chercher les 1,20, 1,22. Pourquoi? Plusieurs choses. La première, c'est le déficit américain, qu'il soit public ou privé. Le déficit public américain est extrêmement lourd, extrêmement important. Je crois qu'en 2018, il s'est censé représenter 4,4% du PIB. En 2019, 5% du PIB, donc c'est extrêmement important. Au-delà de ça, effectivement, il ne sera pas soutenu par
par la réforme fiscale de Donald Trump. Et donc c'est le premier point. Deuxième point, eh bien, on voit qu'au Venezuela, suite à la mise en place de sanctions à l'encontre du pays, eh bien, le pays a réussi à mettre en place un système parallèle pour pouvoir lever des fonds, et notamment en développant des plateformes de crypto-monnaie, en cherchant à lever des fonds en crypto-monnaie. C'est une situation qui pourrait comment dire, permettre aux pays qui sont intéressés, l'Iran et la Russie sont positionnés également sur ce projet, qui pourrait donc délaisser le dollar à court terme. Pareil, alors c'est très important, on en parle très peu, mais la Chine, le 26 mars prochain, lance sa plateforme d'échange sur le pétrole. Les contrats à terme seront libellés en yuan, donc c'est une première, c'est la première fois qu'une matière première sur le pétrole, en tout cas, ne sera pas libellée en euros. Donc tout ceci milite pour, je dirais, éventuellement un retour enfin une baisse du dollar. Donc peut-être que les 1,28 pourraient être atteints avant la fin de l'année. Toujours est-il que nous attendons plus d'explications de la part de la Fed, et surtout au-delà de ça, ce qu'on se rend compte, c'est que l'yuan est en train de devenir une monnaie de réserve, puisque tout au long de l'exercice 2017, beaucoup de banques centrales, et notamment celle de l'Allemagne, ont décidé de réallouer leurs allocations de devises au détriment du dollar et en faveur du yuan. Sur les crypto-monnaies, il me semble que ces crypto-monnaies sont bien dans le collimateur des régulateurs. Hein. Alors, rien n'est acquis. Hein. Rien n'est acquis. Et alors, il faut différencier, je dirais, le projet de levée de fonds de crypto-monnaies du Venezuela et les crypto-monnaies dans leur ensemble, et notamment le Bitcoin dont on a parlé. Effectivement, il faut vraiment les différencier. Charge au Venezuela de voir si elle souhaite mettre en place, si le pays souhaite mettre en place une réglementation contraignante qui lui empêcherait finalement de lever des fonds suffisants pour pouvoir financer sa croissance. On passe maintenant aux États-Unis, aux taxes américaines sur l'aluminium et l'acier. Ils sont évidemment au centre de l'actualité et qui pourraient impacter d'autres métaux. Est-ce que le cuivre fait partie des métaux qui pourraient être impactés par ces droits de douane? Alors par ricochet, c'est-à-dire que donc vous le savez, hein, hier Donald Trump a effectivement signé la mise en application de cette guerre commerciale, de ces tarifs douaniers en application donc dans 15 jours, et sans plus attendre, la Chine et le Japon, et donc la Chine notamment, s'est positionnée en tant que, a dit qu'en gros elle allait répondre efficacement à cette menace. Donc par ricochet, effectivement, le cuivre peut être impacté. On voit que entre nous, la Chine est quand même la moins bien placée pour parler de libre-échange. Et la Chine est alors c'est pas vraiment oui, mais d'un autre côté, c'est en train de devenir la première puissance économique mondiale. Au niveau du commerce international, c'est la première puissance. Donc en réalité, elle va mener probablement ces prochaines années et ces prochaines décennies un peu la danse au niveau de ces données, de ces problématiques macroéconomiques. On peut imaginer que la Chine décide, puisqu'elle est productrice également hein, de cuivre, donc on peut imaginer que la Chine décide d'augmenter sa production de cuivre. On verra qu'il y a différentes raisons macroéconomiques qui incitent effectivement à une augmentation de la production, et donc finalement inonde le marché de son cuivre et fasse baisser les prix, et mécaniquement ce qui aura un impact sur la production, les niveaux de production, sur la production américaine. Parce que le premier producteur de cuivre, c'est le Chili? Le premier producteur de cuivre, c'est le Chili, effectivement. Alors, pour l'instant, on attend de voir quelle va être la réaction du Chili face à cette guerre commerciale menée par Donald Trump. Toujours est-il que, pour l'instant, en réalité, le marché du cuivre, si on essaye de l'analyser, d'essayer de faire de la prospective, on est en droit de supposer que le marché du cuivre va quand même rester plutôt à l'équilibre, voire peut-être éventuellement en hausse, dans la mesure où, que ce soit macroéconomiquement, donc quand on analyse les pays, les PMI, notamment chinois, de l'eurozone et des États-Unis, quand on analyse également l'évolution de la parité le dollar, on voit également qu'il y a eu des réformes environnementales qui sont mises en place en Chine et donc qui vont finalement être mises en faveur du cuivre. Le cuivre qu'on retrouve dans les conducteurs électroniques, dans les conducteurs de fibre optique, etc. Donc finalement, et également, c'est un matériau qui est utilisé pour mettre en place des solutions je dirais, des solutions pour mettre en place des énergies propres. Donc tout ceci fait que le cours du cuivre, à moyen terme, pourrait être finalement tiré vers le haut. Vers le haut. Et ce qui se passe au Congo, là, avec le nouveau code minier, n'aurait aucune incidence sur les cours, d'après vous? Alors, on a un préalable en Indonésie, puisque l'année dernière, l'Indonésie a décidé, pareil, de revoir son code minier. Ça a créé des remous à l'intérieur sur la production du pays, et notamment au sein des entreprises qui ont des activités
dans ce pays-là. On verra après que Rio Tinto a été légèrement impacté puisqu'il a des participations, puisque la société a des participations dans des mines détenues notamment par des sociétés américaines qui, elles, se sont insurgées face à cette réforme du code minier indonésien. Au Congo, alors le projet, il n'a pas été encore voté, et puis on attend, enfin il a été approuvé, mais le temps qu'il soit mis en place, effectivement, ça peut prendre énormément de temps. Toujours est-il que le projet est de passer d'un versement de redevance à l'État de 2% à 10%, et également de revoir, je dirais, une clause qui stipule que les termes des contrats qui sont aujourd'hui signés courent sur 10 ans. Donc, enfin, c'est quand même relativement... Donc, globalement, pour le marché du cuivre, l'impact risque d'être relativement faible. Ceci étant, pour les sociétés, d'un point de vue microéconomique, qui ont des activités au Congo, oui, ça peut effectivement avoir un impact sur leur niveau de cash flow et de flux de trésorerie. Oui. Oui. Donc vous en avez parlé, le groupe minier Rio Tinto est directement concerné par les taxes sur l'aluminium et l'acier. Quelle perspective dans ces conditions pour le titre? Alors, je dirais que, commençons par un point de vue technique. Techniquement, depuis novembre 2015, le cours de Rio Tinto suit celui du cuivre, c'est-à-dire qu'il évolue par palier. Le premier palier, on l'a identifié plus ou moins entre novembre 2015 et novembre 2016. Le deuxième palier, on l'a identifié entre novembre 2016 et juillet 2017, et le deuxième palier, on l'identifie depuis janvier 2018. Premier palier, premier temps, le titre en 2016, donc première période, le titre prend 36%, deuxième période, le titre prend 23%, et depuis le 1er janvier 2018, il perd 0,9%. Donc, qu'est-ce qui peut éventuellement... Donc, ce range, pareil, on identifie si là, je dirais, le cours du cuivre est amené à évoluer, alors on a une probabilité de hausse sur le cours qui pourrait être, je dirais, matérialisé par le franchissement à la hausse d'une première résistance à 78,07 $ australiens le titre, puis 82,55 $ australiens. A contrario, on pourrait imaginer, si le cours du cuivre baisse, on pourrait imaginer un scénario inverse dans lequel le titre de Rio Tinto irait chercher un premier niveau de support à 73,85. S'il est enfoncé à la baisse, alors quelqu'un pourrait aller chercher les 71,41 $ australiens. Sur le cours de Rio Tinto, deux choses. La première, d'un point de vue microéconomique, Rio Tinto a publié de très bons chiffres pour 2017, ce qui est, je dirais, commun à l'ensemble du secteur minier, qui ont profité d'une hausse des cours assez impressionnante pour revoir leur niveau d'endettement et revoir leur niveau de cash flow. Donc d'un point de vue microéconomique, a priori, c'est plutôt bon. D'un point de vue macro, comme on a vu tout à l'heure, effectivement, a priori, beaucoup de signes macroéconomiques nous font dire que le cours pourrait éventuellement aller taper donc une première zone de résistance à 78,07 le titre. Alors, juste une parenthèse, il me semble que le groupe est quand même accusé par plusieurs gendarmes boursiers, dont la SEC, d'avoir diffusé des informations trompeuses au marché, notamment lors de l'acquisition de houlières de Mozambique. Est-ce que ça peut peser sur le titre? Alors, oui et non. Oui et non. Alors, cette affaire dont vous parlez remonte à 2011. En 2011, Rio Tinto rachète une société qui a des actifs au Mozambique. Alors, donc le conflit dure depuis 2011. Ça fait très longtemps. Depuis, Rio Tinto a réglé une amende auprès de la FCA de 36 millions $. Donc, si on se base sur ce montant-là, l'impact dans les comptes de la société risque d'être minime. Ceci étant, on parle d'un achat de 4 milliards. Donc, il faut voir réellement s'il y a effectivement une réévaluation. Oui, il faut voir. En théorie, pour l'instant, on en sait trop rien. Je suis allé voir dans les comptes pour 2017, clôture au 31/12/2017. Au niveau des provisions, il n'y a pas de provision. Ils n'ont pas provisionné. Donc, pour l'instant, en théorie, oui, il devrait y avoir un impact, puisque ce n'est pas la première fois, en plus, qu'ils sont soupçonnés de falsifier leurs informations à destination des investisseurs. Donc, oui, le titre peut être fonctionné. Alors, dans quelle mesure? Pour l'instant, c'est assez délicat de le prévoir. Merci beaucoup, Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant.